Bonjour et bienvenue dans Murmure, le nouveau podcast qui raconte une jeunesse brûlante et intranquille dans la France d'aujourd'hui. Comprendre d'où je viens pour connaître qui je suis et savoir où je vais. Dans ce podcast, Murmure explore la question de l'exil, de l'intégration et des identités à travers le portrait intime et bouleversant de 3 jeunes. Nous partirons à la rencontre de Léa, une réfugiée centrafricaine qui a fui la guerre civile de 2013, de Karam, jeune palestinien qui a grandi en Syrie jusqu'à la révolution de 2011, et Mira, jeune malgache venu chercher un meilleur en France. Ils nous ont confié la tragédie d'un départ soudain, les errances et les souffrances de n'appartenir à plus rien, leurs espoirs et leurs déceptions, l'impossible retour et leurs tiraillements identitaires. Aujourd'hui, c'est à voix haute et fière, avec leurs souvenirs séquestrés en eux, qu'ils racontent comment ils vivent la France de 2020. 3 témoins d'une époque, 3 histoires, 3 murmures qu'il nous faut savoir écouter. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est très important. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons dans leur place dans la société, avec leur mystère, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacun d'entre nous. Léa a 27 ans, elle est née à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Elle est issue d'une famille de 7 enfants et tous nés d'un mariage interreligieux. Je m'appelle Léa, mon père est chrétien et ma mère est une musulmane. En République centrafricaine, dans ma famille, l'enfant il prend automatiquement la religion du papa. C'est pour ça que je suis de confession chrétienne. Ma mère est ménagère et mon père magistrat. Il était à la Cour constitutionnelle de Bangui. En République centrafricaine, comme j'étais dans une famille, on va dire aisée, j'avais eu cette occasion de fréquenter une école catholique. Et par la suite, après mon bac, je suis allée au Maroc pour faire un BTS. Et là-bas, j'ai été enceinte. Mes parents m'ont fait revenir en République centrafricaine pour ne pas accoucher toute seule, où j'ai continué une licence. Je faisais en même temps un stage dans une banque. C'était pas facile parce que mes parents voulaient que je sois médecin, vu que j'ai eu un bac scientifique. Et je me sentais pas faire la médecine, donc faire la gestion était un choix personnel en fait. Ça, c'était quelque chose qui me plaisait. Karam a 27 ans, il est né à Yarmouk, un camp de réfugiés palestiniens situé au sud de Damas en Syrie. Ce camp où vivent 160 000 personnes a été créé par l'ONU en 1950 et Karam y a grandi jusqu'à l'âge de ses 18 ans. Je m'appelle Karam, je viens d'une famille athée. On se considère comme des réfugiés palestiniens, mais on est né en Syrie et on n'a pas de nationalité syrienne. Donc moi j'ai fini mon bac à Damas. En même temps j'ai joué de la clarinette pendant 10 ans. J'avais une école de musique. Pour moi c'était la seule moyen de sortir de Yarmouk, c'était le moment où je suis parti à Damas. C'était l'occasion de sortir. Pour moi le camp c'était comme une prison. Et la fois que je partais à la musique, je voyais d'autres gens qui se ressemblent pas à moi, à ma communauté palestinienne. Je fréquentais plutôt des amis à l'école de musique, c'était des amis qui étaient catholiques et c'était pas genre des gens qui mettaient les hijabs tout le temps et tout. Du coup, c'était des fois une liberté quand je vais à l'école et je jouais de la musique. J'étais toujours pas content d'être où je suis. Je m'acceptais pas trop bien et je me sentais pas bien intégré. Et toujours, je disais à ma mère, genre, j'ai plus envie de rester dans ce camp parce que j'arrivais pas à avoir des amis qui me ressemblent. Et je viens d'une famille athée et politisée. Tu peux pas dire que tu es athée en Syrie. Et j'ai jamais vraiment eu un ami qui était athée en Syrie. Mira a 28 ans et est née à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Elle a grandi dans une famille favorisée avec un père avocat et une mère commerçante dans l'agroalimentaire. Je m'appelle Mira, j'ai 28 ans. Je suis malgache. Mes parents sont originaires de Tana. Ils ont immigré à Diego Suarez, ville dans laquelle j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans. Je viens d'un milieu social assez favorisé, que j'étais scolarisée au lycée français. C'est pas accessible à tous les malgaches. La fuite. En 2013, Léa est encore au Maroc quand éclate une guerre civile en Centrafrique qui oppose les anti-Balaka chrétiens et les Séléka musulmans. Son père, magistrat à la Cour constitutionnelle et proche du président chrétien déchu, est alors placé dans une résidence sécurisée sous protection de l'armée française. En décembre de la même année, Léa est de retour en Centrafrique
et va éprouver ce conflit jusque dans sa chair et qui finira par la pousser à l'exil. Je suis partie de la République centrafricaine. Tout d'abord, c'était pour me protéger et protéger ma famille. Moi, j'étais dans notre maison avec mes frères. J'ai perdu mon frère aîné. On a reçu un jet de grenade chez nous et bien après ça, il y a eu d'autres attaques chez nous. Le père a dit qu'il ne peut pas rester dans une résidence sécurisée tout en sachant que ses enfants ne sont pas en sécurité. Un matin, c'était le 5 décembre, j'étais enceinte et à 5 h du matin, ma mère nous réveille et nous dit faut fuir, faut partir parce qu'il y avait déjà des coups de feu et c'était parce que les anti-balaka cherchaient les musulmans et ma mère, elle était musulmane et nous étions chrétiens. On a fui pour aller dans le camp des réfugiés à l'aéroport de Bangui. En allant à l'aéroport, il y avait eu des moments où si on rentrait dans une zone où il y avait des musulmans, ma mère était obligée de nous protéger. Et si on arrivait dans un camp des anti-balaka ou à dominance chrétienne, on était obligé de protéger notre mère. Moi, je le ressentais dans mes tripes, en fait, obligée de partir, tout en laissant ma fille, parce qu'elle ne portait pas le même nom de famille que moi. Je l'avais laissée à ma mère et je ressentais plus qu'une douleur de pouvoir savoir que je serais dans un endroit où je pourrais être en sécurité tout en sachant que ma fille, elle restera en fait, elle va vivre ce que moi j'ai vécu. Parce que je me suis dit, si je ne l'avais pas mise au monde, elle n'allait pas vivre cette situation. Et en mars 2011, il y avait la révolution syrienne qui commençait. Et là, tout a changé. C'était le moment où on voyait qu'on peut changer quelque chose dans notre pays. Le pays où j'ai toujours rêvé d'avoir un régime un peu de la liberté. Genre, je ne disais pas de changer un président ou quoi, mais juste d'être plus libre, plus toi-même. Le père de Karam sent très vite que la situation n'amènera pas à la chute du régime de Bachar al-Assad et que cette révolution peut engendrer une guerre civile dévastatrice. Alors qu'il a toujours voulu que son fils aille étudier à l'étranger, il se démène pour trouver un visa à Karam en se disant qu'il vaut mieux un enfant exilé qu'assassiné. On a trouvé un visa et c'était en Russie. Alors moi, j'aurais jamais pensé que je vais partir ailleurs que la Syrie, surtout dans ce temps-là. Voir autant de gens qui meurent tous les jours pour la révolution et moi qui va partir tout simplement dans un autre pays parce que j'ai peur que je sois assassiné ou pas. Et je trouvais que c'était pas illégal, ou il n'y a pas un égal entre moi et un autre Syrien qui n'avaient pas le pouvoir de partir. 2011, c'était l'année de transition. Et c'était, je peux dire, l'année avant de 2011 et l'année après 2011, je ne suis pas la même personne. Comment je pensais à ma nationalité, parce que j'étais toujours, si quelqu'un me demandait quelle nationalité, je disais que je suis palestinien. Et en 2011, c'était le moment où je commençais à réfléchir. En fait, moi je suis né à Damas et pour faire la révolution, c'était pour la révolution pour la Syrie, c'était pas pour Palestine. Et j'ai plus de droits ici, j'ai mes souvenirs là-bas, j'ai ma famille là-bas. En fait, j'étais pas trop lié à la Palestine. Je pense que j'étais engagé pour la Palestine, pour la liberté, pour avoir mon droit d'avoir une nationalité palestinienne. L'école, mes amis, j'ai eu tout en Syrie. Tous mes souvenirs dans les rues que j'ai passées, les joies de quand je rigolais avec mes amis, tout est là-bas. Du coup, c'était aussi une année très très compliquée pour moi. Parce que j'ai réfléchi à quelle identité j'appartiens. J'ai grandi dans une société fragmentée. À Madagascar, il y a 18 ethnies. Le racisme est très présent entre les personnes de la capitale, donc Antananarivo, et les personnes de la côte. Étant née et originaire de Antananarivo, mais ayant grandi à Diego Suarez, j'ai dû moi-même m'adapter et m'intégrer effectivement en ayant grandi, passé 17 ans de ma vie donc à Diego Suarez. J'ai ce sentiment d'appartenance à la ville de Diego Suarez, mais ceci étant, je ne renie pas également mes origines de Tana. Donc je pense que ça, c'est ce mélange, en fait, c'est une richesse. Et pour moi, c'est un tout qui fait qui je suis actuellement. Et je suis malgache, tout simplement. L'arrivée en France. On est monté dans l'avion avec les militaires, avec mes frères. On avait juste, je me souviens, on avait froid et on avait juste que la veste des militaires sur nous. En attendant que la personne qui était destinée à nous accueillir puisse arriver nous chercher.
On était tous logés dans un appart-hôtel au début et 2 jours après, ils ont trouvé une place de disponible pour moi vers Toulouse. Et mes frères, ils ont trouvé une place pour eux à Lyon. Encore un choc d'arriver dans un pays où j'avais pas mes parents, où je devais me retrouver toute seule, où c'était moi qui étais censée avoir l'œil sur mes frères, les laisser, les abandonner et me dire qu'ils seront où, ils vont arriver où, chez qui. Je ne connaissais pas la France, je connaissais de nom parce que j'ai appris l'histoire de la France quand j'étais à l'école, mais je ne savais pas où se situait Lyon par rapport à Toulouse. Et vu que je n'avais pas le pouvoir de réagir sur le moment, je n'avais aucune autorité. J'ai laissé mes frères partir et moi aussi j'étais partie de mon côté. Quand j'étais arrivée à Saint-Martoury, c'est un petit village qui, en fait, on peut faire le tour en moins de 5 minutes. Pour un jeune, c'était pas évident. Je passais toute la journée à dormir et à pleurer, bien sûr. J'avais pas encore un téléphone. Donc j'avais cette angoisse, je ne savais pas ce qu'ils faisaient ni contacter mes parents. Je me sentais vraiment impuissante et en quelque sorte inutile parce que je ne pouvais pas faire grand-chose. Je me dis, si j'étais dans mon pays d'origine, 5 minutes, je pourrais rester avec mes frères, faire ce que je pouvais, ou chercher une formation, une école, quelque chose à faire pour m'occuper. J'étais impuissante. On va dire, j'avais aucun titre, aucune carte d'identité. J'avais juste un papier où c'est écrit dessus attestation d'asile, que je ne pouvais pas faire grand-chose avec. J'avais l'impression de ne plus être personne. Je lisais ma Bible parce que j'ai toujours gardé la foi. C'est comme une épaule pour moi. Peu importe la situation, il y aura toujours une sortie. Une fois le statut de réfugié obtenu, Léa vit sur un fil. Elle a 1 mois pour quitter le centre d'accueil et elle décide d'intégrer un parcours d'orientation et d'insertion pendant 3 mois pour travailler avec des enfants. Mais faute d'expérience, les portes se referment une à une. À force de persévérance et de recherche, Léa réussit à intégrer un service civique et trouve un logement à Toulouse. Puis elle finira par obtenir une formation en alternance dans une banque qui lui permet aujourd'hui de stabiliser sa situation. Dès que tu as le statut de réfugié, tu avais 1 mois pour quitter le centre d'accueil. Alors quand j'étais au centre d'accueil, j'avais rencontré une dame qui était au Resto du Cœur. Et cette dame, franchement, elle m'a beaucoup soutenue. C'est elle qui s'est portée garante pour la plupart de mes logements que j'ai eus. J'avais eu au début un studio que j'étais dessus. Mais pour faire venir ma fille, vu que j'avais déjà un statut, il me fallait un logement plus grand. Comme je n'avais pas des revenus, il fallait un T3, mais il fallait avoir un garant et tout. Et j'ai demandé à la dame en question. Elle n'a pas hésité, elle a accepté d'être mon garant. Et j'ai eu mon appartement pour pouvoir faire la demande de réunification et faire venir ma fille. Karam arrive à Moscou, en Russie, en janvier 2012. Il y restera 2 années où il aura la possibilité d'étudier le russe pendant 1 an, puis de s'inscrire en licence d'informatique. Karam éprouvera dans ce pays l'expérience du racisme et un sentiment de culpabilité qui participeront à sa réflexion sur les identités. Ça fait triste que je ne pourrais rien faire à Moscou, surtout que j'étais dans un pays qui est liant avec le régime syrien, que même pour faire des manifs à Moscou, ce n'était pas autorisé pour nous. C'est toujours l'identité, ça me suivait pendant ce temps. J'ai rencontré pour la première fois des Palestiniennes qui viennent de Palestine et qui me considéraient comme je suis un Syrien. Et quand je rencontrais des Syriennes, des gens de Syrie, ils me considéraient comme je suis palestinien. En fait aussi, c'était le dialecte que je parlais. C'était un dialecte entre les deux. Du coup, quand je parlais avec des Syriens, ils me disaient que tu es un Palestinien. Et quand je parlais avec des Palestiniens, ils me disaient que je suis Syrien. Et du coup, à un moment donné, je disais, en fait, j'appartiens à une communauté finalement. C'était le palestino-syrien. J'ai un dialecte, il s'appelle palestinien-syrien. C'est entre les deux, mais ça n'appartient pas en Palestine et ça n'appartient pas en Syrie. Et c'était aussi la première fois que je voyais qu'est-ce que ça veut dire le raciste. Moi, la question de racisme, je n'avais pas dans mes idées, ma tête. Je n'ai jamais vraiment pensé que ça peut être... Il y a de la racisme dans le monde. Vraiment, on n'avait pas ça en Syrie. Déjà, on n'avait pas beaucoup d'étrangers. Et du coup, Moscou, c'était la première fois que je voyais des Russes, des gens qui ne parlent pas parce que je suis un étranger. Et je préférais rentrer en Syrie et ne pas vivre à Moscou. Je préférais être assassiné par le régime et ne pas subir le raciste qui était à Moscou. Du coup, j'ai trouvé un pasteur la première fois et c'était un pasteur qui fait des visas pour Athènes.
Et j'ai essayé la première fois, ça n'a pas marché. Et puis après, j'ai trouvé un autre passeur. Et c'était Moscou, Paris, en avion, direct. Mais il faut payer 5 000 euros. Et je demandais à mon père à ce moment-là pour m'envoyer cet argent. J'ai essayé, je suis parti. Un jour, je suis arrivé à Paris, dans un autre endroit dans le monde. Aussi, c'était choquant pour moi, parce que c'était très rapide. Je suis arrivée en France précisément le 24 août 2009. Je me rappelle qu'en arrivant à l'aéroport, j'étais encore dans l'avion. Je voyais le Français qui poussait les escaliers pour qu'on puisse descendre de l'avion. Et là, j'ai eu cet étonnement. J'ai souri, en fait, j'étais surprise. J'ai grandi entourée d'Européens, de Français, de différentes nationalités. Mais à Madagascar, on a cette image du Vasa. Donc le Vasa, c'est comme ça qu'on appelle le Français ou l'Européen ou le Blanc. On a cette image du Vasa qui est mis sur un piédestal. Parce que là-bas, les Français, les Européens, ils ont un niveau de vie qui est élevé. Mira suit le chemin de son frère et sa sœur qui ont eux aussi immigré en France pour y intégrer l'université. Elle rejoint alors Toulouse, ville dans laquelle son oncle et sa tante vivent depuis 50 ans. Et il faut savoir que si tu redoubles, on peut te refuser ton visa. Et même quand tu changes de parcours, donc moi quand je suis partie de l'université pour aller en école de commerce, donc j'avais également cette peur de ne pas avoir le renouvellement de mes papiers. Et le fait de ne pas avoir ce renouvellement, pour moi, c'était un retour à ce que j'ai fui, en fait. Donc un retour dans ce contexte familial et puis surtout ne plus avoir la liberté que j'ai ici en tant que femme. Dernièrement, j'ai subi une agression sexuelle le 14 janvier et je me rappelle la réaction de mon père quand je l'ai annoncé. Il m'a dit « ça te servira de leçon », en sachant qu'il est avocat. Dans la culture malgache, le statut de la femme, elle n'est pas considérée. Donc pour les Malgaches, une femme qui se fait battre, c'est normal. On n'en parle pas. Une femme qui peut subir une agression, qui peut être violée, on n'en parle pas. On dit elle l'a cherché en fait. Et la femme n'a vraiment pas du tout ce même statut et cette plus de sécurité que l'on pourrait avoir en France. Trouver sa place. Quand je suis arrivée en France, j'avais vu une dame qui ne savait pas lire et écrire. Or, moi, je n'avais pas cette idée de la France. Moi, je me disais la langue française. Tous les Français savaient le lire et tous les Français savaient écrire la langue française. Et quand je rencontrais une personne dans la rue et la personne me demandait « Ah ouais, mais tu viens de quel pays ?» et que je leur disais que je viens de la République centrafricaine, ils ne savaient pas où le situer sur la carte du monde. Il y a même une qui a osé me demander « Vous êtes... c'est où le pays ?» J'ai dit « C'est en Afrique centrale. » Quand je pense à ça, que durant toute mon année scolaire, j'ai toujours appris l'histoire de la France. Je connaissais l'histoire de la France. On nous tapait à l'école pour ça. Et que j'arrive dans le pays en question et que le peuple ne connaît pas d'où je viens, tout en sachant que moi je connaissais leur histoire, ça m'avait fait un choc de voir cette situation. Réfugiée, centrafricaine, résident en France et maman, mais pas par rapport à ma religion. Parce que je pense que la religion, c'est quelque chose que les gens ils se basent dessus pour manipuler les autres. Et c'est une question personnelle, c'est pas une identité pour une personne. C'est un choix que tu fais toi-même si tu veux être musulman, chrétien, athée ou bouddhiste. Or, si tu es une femme, tu es née femme, tu ne choisis pas. Si je réside en France, d'autres personnes choisissent la migration, mais moi, je n'ai pas choisi de venir en France. Je n'ai pas choisi d'être réfugiée. C'est parce que la situation de mon pays a fait ce que je suis devenue réfugiée. Mais une religion, c'est une personne qui le choisit. Alors, la Centrafrique me manque et mon pays me manque beaucoup. Cette ambiance qu'on avait avec les gens, il n'y avait pas une barrière parce que X n'est pas de ma famille, Y n'est pas de ma famille. Or en France, c'est chacun chez soi, dans son appartement, tu n'as pas le droit d'aller chez le voisin, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire plein de choses. Or en République centrafricaine, il y avait cette solidarité, cette chaleur humaine. Tu n'es pas obligé de connaître quelqu'un pour l'approcher. Tant que tu sais que la personne parle la même langue que toi, c'est largement suffisant pour créer un lien. Vu mon statut juridique, je ne peux pas repartir chez moi pour revoir les miens. Mais j'aurais aimé un jour, si tout se passe bien, aller les voir. Parce que pour moi, au début, quand j'avais quitté la République centrafricaine, c'était pour un temps.
et que quand tout allait se calmer, j'allais rentrer chez moi. Mais arrivé ici, ça n'était plus le cas. Je suis devenue une réfugiée où je ne peux plus rentrer chez moi. Même sur mon titre de voyage, c'est écrit. Je peux aller dans tous les pays du monde, sauf le mien. Or, ça n'a pas été ce qu'on m'avait dit au début avant de partir. C'est plus qu'un choc et ça me fait... Quand j'y pense, ça me fait mal. Mais je peux aller les voir si je me rends dans un pays limitrophe de la République centrafricaine et les faire venir. Heureuse, je le suis en France parce que j'ai su avoir un toit, j'ai su m'intégrer et avoir une liberté. Mais si je restais chez moi, je serais peut-être décédée à l'heure-là. Ma fille serait orpheline peut-être à l'heure-là. Mais la France m'a accueillie et m'a offert une sécurité que je serai reconnaissante par rapport à ça. Quand j'étais petite, j'avais une mauvaise vision des Français. Quand je suis arrivée en France, avec l'accueil que j'ai reçu, cette vision a changé. Je ne suis pas encore à ce niveau d'être enracinée en France, peut-être avec le temps, parce que ça fait à peine, on va dire, sans compter les 1 an que j'ai vécu avant d'avoir mon statut, ça fait 3 ans que je commençais à vivre, on va dire, régulièrement en France. Être enracinée, peut-être, il me manque la naturalisation. De toute façon, je serai toujours reconnue comme une centrafricaine. Il y aura toujours une partie, même sur la carte d'identité, le lieu de naissance sera toujours marqué. Donc on saura que la personne est française, mais née à. Donc je suis arrivé à Paris en janvier 2015. Et je me suis retrouvé à l'aéroport d'Orly et je parlais pas du tout français. J'avais pas de visa avec moi, pas de passeport. Et j'ai demandé l'asile à l'aéroport ce jour-là. Puis ils m'ont laissé avec un papier de 8 jours pour aller dans une préfecture pour demander l'asile. À ce moment-là, il y avait ma famille qui était déjà à Marseille, vraiment toute ma famille, mes grands-parents, ma mère, ma soeur, sauf mon père. Et c'est pour ça que j'ai pris le train pour aller à Marseille et je suis arrivé. Et là, c'était la première fois que je voyais ma mère après 12 ans. C'était un moment que je ne peux pas exprimer. C'était trop compliqué. Et le lendemain, c'était le jour où je suis allé tout de suite à la préfecture pour demander mes papiers. À Marseille, Karam prend des cours intensifs de français pour intégrer rapidement l'université et poursuivre des études d'informatique. Je dis toujours maintenant, Marseille c'est mon corps, parce que là-bas où je commençais à avoir des souvenirs, des amis, et parce que j'étais encore jeune à Damas et j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs. Alors à Marseille, je me sentais vraiment j'appartiens à cette ville, et c'était aussi la question sur l'identité, à qui j'appartiens. Mais en fait, je peux dire que ma nationalité c'est ma famille. J'appartiens à Marseille. Je dis que je suis marseillais, même j'ai pas l'accent marseillais, mais que premier amour c'était à Marseille, premier bisou c'était à Marseille. Vraiment, je dis toujours que je peux pas oublier Marseille. Et des fois, quand je partais toujours à la mer en Syrie, et d'être à Marseille à côté de la mer, c'était aussi l'occasion de penser et dire qu'en fait, cette mer, en fait, c'est la même mer où la Syrie appartient. Qu'en fait, on vit dans cette l'eau-là, que je le touche, je peux dire que je suis encore en Syrie en fait. Je voulais aussi montrer que je suis athée et j'étais fier d'être et dire que je suis athée. C'était la question où je voulais aussi défendre ma identité religieuse. De dire en fait je suis pas musulman. C'était comme je me sentais pas bien en Syrie et je disais que la France pour moi c'était le pays de liberté. Du coup je sentais plus fort à dire ces choses qu'ailleurs. Et je disais toujours à mes potes que je suis athée. En fait, je sentais pareil qu'eux, ils ne m'acceptent pas parce que je suis athée. Et des moments-là, je sentais qu'en fait, je ne peux pas avoir des amis encore arabes. Et c'était un peu triste pour moi. Et du coup, j'ai essayé toujours d'avoir des amis français. Et après, à un moment donné, quand j'ai commencé à parler français bien et me sentir que j'appartiens à Marseille encore plus qu'avant, et là, je sentais en fait... grâce aussi à ma famille, je crois aussi, en fait que je pourrais jamais être très loin de ma culture. Parce qu'en fait, je peux pas aussi être comme les Français parce qu'ils sont très loin de moi. Je pourrais jamais savoir leur culture. Pour moi, j'avais 3 personnages dans ma vie. Un personnage en parlant arabe, un personnage en parlant russe et un personnage qui parlait français.
Et à chaque fois, ça ressemblait pas les trois. Et du coup, en fait, en parlant arabe, je me sentais moi-même. Quand je parlais avec quelqu'un qui parle la même dialecte que moi, je fais mes blagues que je connais en arabe, qui ça marche pas en français. Et quand les Français rigolent sur une blague, que pour moi, c'est pas du tout rigolant. Et je peux être athée et que je peux accepter que j'ai aussi la culture musulmane. Je peux être les deux en même temps. Et je peux être les deux nationalités en même temps, palestinien et syrien. Il y avait aussi la question de mon identité sexuelle qui a pris beaucoup de place dans mes pensées pendant ce temps quand je suis arrivé à Marseille aussi. De comment dire à ma famille que j'étais homosexuel depuis que j'étais petit. Pour moi, la question de homosexualité, pour moi, j'avais accepté. Mais pour moi, c'était l'occasion en France de dire ça à ma famille. Comme je disais, ma famille, c'était tout pour moi. En fait, j'arrivais pas à vivre sans leur dire que je suis homosexuel, par exemple. Et c'était la question la plus importante qui m'a occupé pendant vraiment 2 ans. Et je faisais tout pour que ma famille comprenne que je suis homosexualité. Et je disais un par un de ma famille, genre, je commençais par mes oncles, jusqu'à arriver à ma mère, parce que c'était le plus sensible. Et je voulais savoir la réaction de toute ma famille. Je dis toujours que je pense que je suis chanceux d'être né dans une famille ouverte l'esprit. Et depuis septembre l'année dernière, j'ai eu la nationalité française. C'était, je pense, un moment très joyeux pour moi parce que c'était la première nationalité dans ma vie. Ça veut dire que la première fois que j'ai un passeport ou j'ai une carte d'identité. Et je pense à ce jour-là, j'étais vraiment très très content. Je pense que depuis que je suis né jusqu'à l'année dernière, j'ai vécu dans une période où je suis instable. Genre même je suis dans un pays où j'ai papier, mais je sentais toujours que je ne connais pas mon avenir. Parce que j'ai pas ce papier qui me dit j'appartiens à ce pays-là. Je savais un jour je vais revenir chez moi ou ailleurs, je sais pas, ou fuir un autre pays. Et le jour que j'ai eu une nationalité, je pense vraiment le jour où je pu dormir bien pour la première fois dans ma vie, je crois. Le premier 3 ans, 4 ans en France, je pensais toujours à la Syrie, que j'ai trop envie de revenir, à mes souvenirs que je connaissais. Jusqu'à le jour où mon père nous a envoyé une vidéo où ma chambre, ou l'appart où je vivais, où j'ai vécu toute ma vie jusqu'à 18 ans, qui était détruit et qu'on voyait le ciel par cette chambre. Et je pense que c'était le jour où je disais que en fait, ça ne sert à rien de revenir parce que j'aurais plus mes souvenirs et je pense que je me sens plutôt intégré en France qu'ailleurs. J'ai même pas un ami qui est encore à Damas. En fait, je peux dire à cause de Bachar al-Assad que je suis arrivé ici, mais il n'y a pas que ça en fait. Je pense que c'était le monde entier qui a participé dans ces massacres contre le peuple syrien et qu'il y a des gens qui ont eu la chance de partir et de vivre une vie européenne et d'autres gens qui meurent soit un bombardement ou dans un bateau dans la mer au milieu de la Méditerranée. Et j'avais toujours cette question de dire pourquoi moi et pourquoi pas les autres. Donc en 2013, j'étais en 3e année. J'ai eu une dispute avec ma mère qui m'a dit qu'elle me coupait les vivres parce que ces 4 dernières années, c'est elle qui subvenait à mes besoins donc, en France. Donc elle m'a dit rentre à Madagascar, qu'est-ce que tu fais il n'y a pas d'opportunité pour toi, tu n'es pas française, tu n'as pas besoin d'avoir ton diplôme, rentre à Madagascar et nous allons t'aider. Et moi, j'étais déterminée à rester parce que je suis partie de Madagascar de base pour trouver un meilleur. Et donc, c'était important pour moi d'abord d'avoir mon diplôme. En 2013, mes parents m'ont coupé les vivres. J'ai dû travailler, j'ai dû faire les prunes. J'ai dû m'arranger avec l'école. Donc, j'avais 6 000 € d'école à payer. J'ai demandé une bourse. J'ai pu payer en plusieurs fois ma scolarité. J'ai fait un stage alterné. Je me suis débrouillée. En fait, c'était vraiment important pour moi de ne rien lâcher et de tout faire pour réussir. Je préfère être pauvre en France que riche à Madagascar parce que au final, la richesse, ce n'est pas forcément l'argent. La richesse, c'est également ta vie et ta liberté en fait.
Je préfère garder cette liberté-là, c'est ça ma richesse, que d'avoir les revenus et le confort que je pourrais avoir à Madagascar, mais pas cette liberté et cette autonomie, cette indépendance. Et effectivement, si j'étais restée à Madagascar à 28 ans, j'aurais déjà un mari, 3 enfants. J'aurais pas du tout eu la vie que j'ai ici et cette liberté que j'ai ici, en sachant que Madagascar est une société très patriarcale en fait. La place de l'homme et la place de la femme n'est pas la même. Donc là-bas, la femme est très dépendante de l'homme et n'a pas la liberté, cette liberté que les Français, que les Françaises ont ici. Donc j'aurais été, on va dire, plus soumise. Et l'exil m'a permis de m'épanouir et d'être qui je suis dans cette ville. J'aime ma vie ici en fait et c'est ça ma richesse. Des difficultés, j'en ai rencontré pas mal. J'en rencontre toujours pas mal. Je me rappelle quand j'étais arrivée, je voulais traverser la rue n'importe comment. Ma soeur m'avait dit, ici il y a des règles, tu ne traverses pas la rue comme ça. Comment prendre les escalators. Même si effectivement je regardais la télévision et qu'on voit cette modernité, ce pays développé, mais le vivre en réalité et s'adapter à ça, c'est quelque chose... c'est un choc de culture. Et puis, j'ai également la difficulté de la solitude, en sachant, même si j'ai de la famille ici, mais ma famille proche est à Madagascar, donc ce manque de la richesse humaine, ce manque du pays. Quand j'étais étudiante, j'habitais dans un T1, un petit studio, et à Madagascar... j'habitais dans une grande villa, avec une grande cour, un grand jardin et une belle voiture, de belles voitures, tout le confort que je n'ai pas ici. Effectivement, c'est une adaptation différente. En décembre 2017, j'ai créé mon entreprise Arona, qui signifie panier en malgache. Donc j'ai créé mon entreprise spécialisée dans la maroquinerie en raffia. Donc ce sont mes créations et c'était important pour moi de me lancer dans ce parcours, non seulement pour montrer que effectivement il ne faut pas se fermer des portes parce qu'on est étranger. Et je voulais montrer que, en tant qu'étrangère, je peux également créer mon entreprise. Et c'était important pour moi de valoriser le pays d'où je viens, donc Madagascar, de valoriser sa culture, le savoir-faire artisanal. En dehors de mon entreprise, je suis investie dans différentes associations, notamment l'association DINA. Donc on est là pour promouvoir la culture malgache et aider les étudiants à s'intégrer en France. J'ai également intégré... le conseil de Toulouse Diversité. Maintenant, je me sens à la fois toulousaine et malgache, mais c'est important vraiment de ne pas perdre mes origines. En France, on me renvoie le fait que je suis malgache, et à Madagascar, on me rappelle que j'habite en France. Les malgaches, pour eux, quand on habite en France, c'est comme si l'argent tombait du ciel, en fait, qu'il y a une facilité de vie. Ils n'imaginent pas tous les efforts, toutes les galères que l'on peut rencontrer ici. Et effectivement, en fait, c'est pas forcément facile de trouver sa place dans cette double culture. Il y a beaucoup de malgaches pour s'intégrer en France qui oublient, qui renient leur culture, qui même en arrivant ici après quelques années ne parlent plus malgache, ne fréquentent plus de malgaches, ne souhaitent pas, n'assument pas leurs origines malgaches. Et moi, c'est vraiment pas ce que j'ai souhaité faire. Pour moi, en fait, je voulais m'intégrer en gardant mes origines. J'envisage de rentrer à Madagascar un jour, quand j'aurai estimé que j'ai atteint mes objectifs, quand j'aurai mis assez d'argent de côté, quand je pense que psychologiquement je me sentirai prête de rentrer. Je pense quand même rentrer là-bas un jour, parce que ça reste la terre de mes ancêtres et ça me manque. Il y a beaucoup de choses qui me manquent, ma famille, la gastronomie, la chaleur humaine, les odeurs, la mer, l'hospitalité, la plage, la nature. Effectivement, ici, je trouve que c'est dommage, il manque ce côté humain, c'est plus individualiste en fait. Léa, Karam et Mira ont parlé d'exil en français, mais il nous tenait à cœur que nos oreilles entendent les fragments de vie déracinés dans leur langue natale, celle avec qui ils ont grandi, et que ni les messages de haine, ni les ignorants, et ni les obscurantismes ne feront jamais taire.
Zokwezo, ce qui veut dire tout être humain est un être humain. Peu importe d'où il vient, sa couleur, ça reste un humain. لو كنت نغمض عينينا تاخدني الأحلام من إيدينا ونعلي ونحلق في سماء جديدة ننسى الوجايع لو كنا نسافر في خيالي نزرع ونبني أصول ليالي يكبر فيها الحب وآمالي نمحي الآلام دنيا ترى فيها ملامح وناس قوصها الظلم والبؤس والقهر من واقع عاسر يعبس بكل ما نبنيه دنيا علت فيها أسوار طغيان سحق فينا أحلاما أحلام وعم الظلام والأنانية في كل قلوب. Si je pouvais fermer les yeux et que le rêve me prenait par la main, je me leverais et volerais dans de nouveaux cieux, et je pleurais ma douleur. Si je pouvais voyager dans mon imagination, je construirais des palais et de nuit où l'amour et mes espoirs pouvaient grandir, et nous effacerons la douleur. Tsara Manjusu, Tsara Miverina. Soyez bien en allant, soyez bien en revenant. Quand on part à Madagascar, on te donne une bénédiction, on te souhaite bon voyage et on te dit « Sois bien en partant et sois heureux en revenant ».